Bonjour à tous, bienvenue pour cette session concernant l'utilisation des feuilles de style dans les formulaires 4D. Donc je suis Vanessa Talbot et je suis Product Owner de la société 4D. Alors le déroulement de cette session, on va commencer par une présentation du CSS, pourquoi le CSS, comment l'utiliser, et on finira bien évidemment par une démonstration. Alors pourquoi le CSS? Alors en reprenant un petit rappel, en fait, depuis la V18, vous pouvez convertir votre 4DB en projet. Donc un projet, ça représente tous les éléments de votre application, mais qui sont découpés en une multitude de fichiers dans des formats JSON ou XML ou autres. Et par exemple, donc justement, les feuilles de style, elles sont représentées dans un fichier au format CSS. Alors pourquoi le CSS? Alors le CSS, c'est utilisé dans le monde du web en fait pour mettre en forme une page HTML. Donc c'est très largement utilisé et très connu. Ensuite, on peut voir que sa représentation, vous l'avez sur la partie de droite, ressemble très fortement à la notation JSON que vous connaissez déjà. Pour preuve, voici un exemple de JSON. On voit que c'est très similaire. Et ensuite, c'est un format en texte brut, donc qui est éditable par n'importe quel éditeur, facile à regarder et à lire, et également tout à fait possible de le mettre sur un source control. Alors maintenant, intéressons-nous aux attributs que l'on peut utiliser dans le CSS. Alors, tout d'abord, KD, ce n'est pas les formulaires KD, ce n'est pas une page HTML. Donc, il a sa propre grammaire. Donc, quand nous avons créé notre grammaire d'attributs pour designer un formulaire KD, nous sommes inspirés de ce qui existait déjà dans d'autres langages, dont le CSS. Donc, nous avons fait une correspondance entre certains de nos attributs et ceux utilisés en CSS. Donc, voici la liste. Le font size, font style, qu'on peut retrouver, on voit l'exemple ici dans la property list, et on a également tout plein d'autres d'attributs qui n'ont pas de définition et d'existence dans le sens CSS, mais qui sont paramétrables, qui existent dans notre grammaire. Alors au lieu de lister tous les attributs possibles, le plus simple ce sera de passer plutôt par ce qui n'est pas supporté comme attribut. Alors on va classer ça en plusieurs catégories, donc en 4 catégories. Alors la première catégorie, ce sera, on va y revenir par la suite pour expliquer ce que c'est en plus de détails un sélecteur CSS, mais c'est ce qui va vous permettre de désigner en fait l'objet sur lequel vous avez appliqué la CSS. Donc ce serait un peu le serpent qui se mange la queue si on permettait dans un CSS de modifier des attributs qui permettent de désigner à qui on met le CSS. Donc les attributs type et classe ne peuvent pas être modifiés par CSS. Ensuite, on a décidé aussi les attributs qui sont évalués, donc les méthodes. On ne peut pas changer la méthode affectée à un objet depuis la CSS. Ensuite, les CSS sont là pour designer les objets du formulaire, pas le formulaire. Donc tous les attributs qui s'appliquent au niveau du formulaire ne sont pas supportés également. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les objets qui concernent les attributs qui ont des valeurs qui n'existent pas en CSS. Donc en CSS, vous n'avez pas de possibilité de passer un pointeur JSON ou de passer un tableau. Et de toute façon, ça a peu d'intérêt puisqu'un pointeur JSON, c'est déjà une référence qui va pointer sur quelque chose. Donc rechanger quelque chose qui peut être le résultat être modifié n'est pas. Donc se trouve dans ce cas-là tout ce qui concerne les listes, les choice lists, SQL list et list. Que vous pouvez soit passer un pointeur, soit un tableau, donc ne sont pas supportés, et également les events. Donc les events, c'est le onload, tous ces événements-là qui, c'est pareil, on peut être passé par un tableau, ne peuvent pas être modifiés avec le CSS. Donc c'est assez limité et assez facile de s'en souvenir. Alors, ici, c'est le dialogue de la boîte à outils que vous avez quand vous ouvrez une base binaire, quand vous ouvrez votre 4DB. Donc on a dans l'onglet Style Sheet, on a une zone pour Mac et une zone pour Windows et Windows classique. Donc lorsqu'on convertit en mode projet, on va avoir tout ce qui concerne la partie Mac va se retrouver dans un fichier qui va s'appeler Style Sheet Mac. La partie Windows s'appelle Style Sheet Windows et la Windows classique, ce n'est plus supporté. Ça le temps de changer. Ensuite,
on retrouve ces deux fichiers se retrouvent dans le dossier source au même niveau que vous avez les informations de menu, de liste, de méthode. Vous pouvez voir. Donc si maintenant je regarde, si je rouvre la même base après qu'elle soit exportée en mode projet, en fait cette fois-ci dans l'onglet Style Sheet, je me retrouve avec les trois entrées Style Sheet Mac et Style Sheet Windows. Alors le premier Style Sheet, en fait, ça va vous permettre de définir dedans tout ce qui concerne le style, mais qui n'est pas propre à une plateforme. Si vous avez des paramétrages que vous voulez communs, que ce soit Mac ou Windows, bien c'est idéal de le mettre dans le fichier, ce sera appliqué aux deux plateformes. Et si vous avez quelque chose pour la plateforme Mac ou pour la plateforme Windows, vous pouvez les mettre dans les fichiers dédiés. Et c'est également tout ce qui a été converti tout à l'heure se retrouve dans ces fichiers que l'on peut ouvrir. Alors, on n'a pas mis, comme vous voyez, ça ne vous affiche pas le contenu du CSS. Il y a des éditeurs de marché qui le font très bien, vous permettant d'éditer les CSS. Donc, on a simplement mis un bouton qui va ouvrir le fichier dans l'éditeur, dans votre éditeur préféré de CSS. Alors, pour être un peu plus détaillé, on va montrer les effets du résultat de ce qui se passe des objets convertis de binaire en projet. Donc un, ça n'utilisait pas les style sheets, et le deuxième qui utilisait les style sheets. Enfin, les feuilles de style. Donc le premier qui n'utilisait pas de feuilles de style. Donc qui n'aura pas de CSS, mais c'est un peu pour faire un point et un rappel pour ceux qui ne connaissent pas trop et qui n'ont pas regardé encore le mode projet. Donc donc là on est avec la property list du mode d'un 4DB, d'un mode binaire. Donc on a les différentes informations qu'on peut retrouver, de couleur, de fond, de taille. Voilà, si on convertit, on va retrouver ces informations qui vont être remplies. Donc fil va être la couleur. On a la bordure dans border style, la fonte dans font family, sa taille, les textes à ligne, l'alignement. Si on rouvre cette base cette fois-ci en mode projet, on va retrouver dans la property list ces informations et on retrouve les mêmes informations. Alors il y a une petite nouveauté dans la property list en mode projet, on peut voir que maintenant on a des attributs qui sont en gras. Alors les attributs qui sont en gras, ce sont les attributs qui se retrouvent définis dans le fichier. Donc on voit par exemple dans ce fichier, on a la police et la taille de la police qui est définie, font family et font size, et par contre on n'a pas d'information de bold qui est l'attribut font weight. Donc c'est ça la différence. C'est pour ça que font et font size sont en bold parce qu'ils sont écrits dans le fichier. Et par contre, l'attribut bold, lui, n'est pas en gras puisqu'on n'a pas l'information font weight dans le fichier, donc on utilise la valeur par défaut. Maintenant, si on regarde au niveau d'un objet qui, lui, avait une feuille de style, donc on voit qu'il avait la couleur en vert, et on a au niveau du point 3, une feuille de style qui s'appelait Header Style, et une fond de couleur et un horizontal alignement. Donc dans la version 4DB, on avait une feuille de style définie et on vous reportait font et font style à quoi cela correspondait. Si on convertit, on va se retrouver avec un attribut classe qui aura la valeur header style. Et comme la fonte et la font size, enfin la police et la taille de la police sont définies dans la feuille de style, elles n'ont pas besoin d'être décrites dans l'objet, donc on voit qu'elles ne sont pas exportées au niveau de l'objet puisqu'elles se retrouvent dans la formation header style. Si on rouvre maintenant cette base en mode projet, donc on retrouve dans le premier bloc tout en haut de votre property list, au niveau des objets, on a l'attribut CSS class qui va avoir le nom de la feuille de style. Donc ça par exemple ce sont l'extrait du contenu qu'il y aurait dans le fichier CSS, où on a les informations de font family et de font size. Voilà, et si on regarde plus bas dans notre property list, on retrouvera donc bien sûr sa couleur, le style de la bordure, et on voit qu'au niveau de la fonte, nous n'avons pas l'information, puisqu'elle n'est pas écrite dans le fichier, on utilisera la valeur par défaut. Par contre, on retrouve bien la couleur et l'alignement.
Donc maintenant, regardons un peu les sélecteurs qu'on a parlé tout à l'heure. Donc on a dit tout à l'heure que les sélecteurs, c'était ce qui permettait de définir à quel objet vous allez attribuer le style, de sélectionner les éléments que vous voulez définir. Donc pour ça, vous pouvez définir de 5 façons les objets à dessiner. Donc vous avez éléments, ID, classe, universal et attribut. Alors si on regarde plus en détail, en fait, l'élément, c'est le type de l'objet. Donc en CSS, c'est les H1, H2. Chez KD, ça correspond au type de l'objet. Un ID, c'est l'object name. La classe, c'est toujours classe. Universal, c'est l'attribut étoile, c'est valable à tout le monde. Et enfin, les attributs, qu'on peut spécifier un attribut. Alors, si on regarde plus précisément, comme je disais, les types, en fait, ce sont tous les types le type du bouton, donc le nom. Donc vous l'avez, cette information, vous pouvez la retrouver dans la nouvelle documentation. Si vous regardez la documentation de la propriété type, vous aurez la liste de comment définir un bouton, une combo box, quel terme utiliser. Donc pour écrire un type en CSS, en fait on écrit juste le type lui-même, sans préfixe, sans suffixe, rien. Donc texte, ça veut dire que ça va l'appliquer à un texte, un static text. Le button, c'est un bouton, et input, c'est une variable. Pour les noms des objets, on met le préfixe dièse devant. Donc là, ça sera être un objet de formulaire qui s'appelle dièse my header ou dièse ok button. Ensuite, les classes. Donc les classes, on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu pour serveur avec header style. C'est le nom d'une classe dans laquelle vous allez définir plusieurs objets et que vous pourrez ensuite mettre dans l'attribut classe de la property list. Donc en fait là c'est le nom et on préfixe avec un point devant. Donc là on a une classe header. Le deuxième, donc on voit qu'on a text.header. Donc on a vu tout à l'heure que le terme tout seul texte, c'était pour définir un type d'un objet. Donc là ça veut dire qu'un type texte, un static text, et qui aura comme propriété classe header auquel on appliquera ce qu'il y aura entre accolades. Et le dernier, c'est une classe default. Tous les objets, ce que je disais tout à l'heure, c'est simplement une étoile. Vous mettez une étoile et ça s'applique à tout le monde. Ensuite, les spécifiques attributs, ça vous permet de définir. Alors, si on prend l'exemple du premier, c'est donc comme il y a un point bouton action, donc c'est un objet qui aura la classe bouton action qui lui est définie. Et entre crochets, en fait, on a dit action égale accept. Ça veut dire que c'est un objet qui va supporter l'attribut action et on veut que cet attribut action vaut accept. Donc ça va être appliqué uniquement à un objet qui supporte action, qui égale accept et qui en plus a la classe bouton action. Le deuxième, c'est donc un objet de type texte qui aura l'attribut texte qui vaut hello. Et le dernier, c'est avec le tilde égal, ça veut dire que ça contient hello. Donc par exemple, hello world, ça sera le troisième ligne qui sera affichée, juste hello, c'est la deuxième ligne qui s'affiche et la troisième. Maintenant, l'héritage. Donc comme le dit le CSS, c'est-à-dire Cascading Style Sheet, ça veut dire que vous pouvez définir plusieurs fois un style. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir à plusieurs endroits un style qui va s'appliquer au même objet. Donc par exemple, ça peut être que le style, il est, dans ce cas-là, on voit dans différents fichiers. Donc par exemple, on a la définition de l'objet, donc c'est-à-dire dans le point JSON, dans la description du formulaire. Ensuite, en deuxième niveau, on a des feuilles de style qui sont définies pour la plateforme. Et le dernier, c'est la feuille de style globale qui s'appliquera aux deux plateformes. Donc si on prend l'exemple avec la taille de la police, donc on a 12, 14 et 18. Donc si on a défini pour un même objet et qu'on a dit qu'on appliquait ces trois tailles différentes dans ces trois fichiers, si on a ces trois informations, l'information qui est prioritaire, c'est comme en CSS, l'information qui est prioritaire, c'est celle qui se trouve dans le HTML. Dans KD, ça équivaut donc à la description du formulaire qui est donc dans le JSON. Donc toute définition qui est dans le JSON, elle est prioritaire. Donc là, votre texte ou bouton sera de taille 12.
Si vous n'avez pas la définition dans le formulaire JSON, dans ce cas-là, en fait, en deuxième position, ce sont les informations qui sont spécifiques aux plateformes qui sont utilisées. Et enfin, dans le dernier cas, c'est l'information qui est globale aux deux plateformes qui est appliquée. Maintenant, comme on a vu tout à l'heure dans les exemples, on peut combiner les sélecteurs et donc on pourrait se retrouver à avoir également en fait un style qui est appliqué à un même objet avec une façon d'écrire différente. Donc quelle est la priorité? Alors, pour résumer assez simplement, en fait, si on regarde l'explication en CSS, comment on calcule pour savoir quel est l'élément qui va être appliqué, c'est assez complexe en fait. C'est un système de poids qui est mis en fait en fonction de chaque type d'éléments, de sélecteurs, qui vont permettre de savoir en fait c'est celui qui aura le plus fort poids qui va être celui qui va gagner. En fait, pour résumer plus simplement, pour s'y retrouver, c'est plus vous êtes précis dans l'élément que ça va s'appliquer. Donc là, si on prend ces exemples, on refait encore la taille. Le premier, en fait, qui va toujours l'emporter, c'est le nom de l'objet. Si vous donnez le nom de l'objet pour appliquer, vous ne pouvez pas être plus précis, vous avez défini vraiment que c'était cet objet-là. Donc dans ce cas-là, c'est le nom de l'objet qui va s'appliquer, qui va gagner. Voilà. Ensuite, on a spécial et attribut. Là, ce sont que des attributs, que des objets qui vont supporter l'attribut texte et qui vaut une certaine valeur. Donc, c'est lui qui va emporter. On voit que dans cet exemple-là, en fait, on a une cumulée en fait de sélecteurs. On a un sélecteur attribut et un sélecteur de type. Donc là, on a type plus attribut. Si on n'avait pas la partie texte devant, mais juste entre crochets l'attribut, on peut comprendre que d'avoir n'importe quel objet qui supporte texte, qui supporte l'attribut texte, ou de préciser que c'est que les objets de type texte qui supportent l'attribut texte, dans ce cas-là, celui-ci est plus précis. Voilà. Donc après les attributs, c'est la classe qui l'emporte, et ensuite, voilà, qu'on retrouve ici. Ensuite, vous avez donc le type, quand il est tout seul. Et évidemment, celui qui a le moins de poids, c'est forcément l'étoile, puisque ça s'applique à tout le monde. Donc c'est toujours le dernier. Voilà. Alors, au niveau du design, quelques petites astuces à savoir. C'est-à-dire que les CSS ne sont pas applicables dans l'éditeur de formulaire, ils ne sont visibles qu'au runtime. Les CSS sont appliqués uniquement au chargement de formulaire. On ne peut pas les modifier en cours d'exécution. C'est lors du chargement du formulaire. Ensuite, comme on a vu tout à l'heure, attention, tout ce qui est défini dans la property list en fait est sauvé dans la définition de l'objet, donc dans le fichier JSON. Et attention, la description du fichier, c'est elle qui l'emportera toujours en CSS. Donc attention, quand vous définissez une valeur en CSS et que vous voyez qu'elle ne s'applique pas, vérifiez si vous n'avez pas une valeur écrite également dans le fichier JSON. Et dans ce cas-là, c'est toujours lui qui va gagner et votre valeur que vous mettrez dans le fichier CSS sera ignorée. Alors il y a une exception. On peut, comme en CSS, en fait, utiliser le tag important qui va forcer de dire quel que soit l'héritage, l'importance, en fait, ce sera toujours cette valeur qui va l'emporter. C'est possible, après en CSS, c'est déconseillé de l'utiliser trop, puisque ça casse un peu l'ordre de précédence et qu'on peut se retrouver dans certains cas, lorsque vous créez un autre formulaire, de ne pas comprendre pourquoi c'est pas ce que vous définissez pour ce formulaire qui s'applique, mais autre chose, parce qu'on a oublié que quelque part on a pu mettre un important. Alors maintenant nous allons passer à la démonstration. Alors nous allons ouvrir notre base de démonstration avec 4D. Voilà, donc voilà. Donc on a un formulaire assez classique pour enseigner pour une personne avec nom, prénom, adresse, etc.
Donc, si on regarde, on a un titre en orange qui a une feuille de style, voilà, header style, une police à Tahoma et une taille 24. Et on a ensuite, oups, trop bas. Pour prénom, on est en bleu avec une feuille de style qui s'appelle Default et on est en Lucida Grande 13. On peut regarder ce que ça donne. Voilà, donc on a voilà, notre formulaire assez classique. Voilà. Donc maintenant, allons voir aussi dans la boîte à outils l'onglet feuille de style. Donc on disait header style. Donc on a pour Mac en Tahoma 24 et pareil pour Windows Tahoma 24. Et pour default, on a en Lucida Grande 13 et en Segoe UI 12. Bon. Et on avait un autre button style. Voilà. On a 3 feuilles de style. Alors maintenant, on va exporter notre base en projet. Voilà. Oui, on va ouvrir. Voilà. Donc on retrouve notre formulaire et surprise, ça correspond pas vraiment. C'est pas la bonne police et c'est pas les bonnes tailles. Alors si vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure pendant les slides, on a dit que les CSS étaient appliqués uniquement au runtime, à l'exécution. Donc si on lance notre formulaire, on retrouve bien notre police et la taille que l'on voulait. Ok, alors regardons un peu plus en détail. Donc en fait, pour notre titre, on a une propriété CSS class qu'on disait tout à l'heure qui a donc le fameux header style. On retrouve notre couleur en orange et on n'a rien au niveau de la taille ou de la fonte. Ensuite, on regarde pour le prénom, donc on retrouve notre classe CSS écrit default. Et plus bas, on a notre couleur en bleu et on n'a pas d'information au niveau de la police et au niveau de la taille. Donc normalement, dans la boîte à outils, feuille de style, on devrait retrouver ces informations. Donc là, d'abord, on va voir qu'on retrouve nos 3 fichiers qu'on disait. Donc le premier qui correspond au style qu'on appliquera aux 2 plateformes. Donc on voit qu'il n'a pas été créé pendant, vous pouvez le créer. Il n'y a pas de style avant qui était applicable aux 2 plateformes, donc aucun fichier lors de la conversion n'a été créé, mais vous pouvez créer un fichier si vous voulez faire des styles qui seront identiques sur les 2 plateformes. Ici, on a notre fichier Mac et ici, on a notre fichier Windows. Alors si on reprend notre fichier Mac, on retrouve nos 3 styles. On a bien ici Header Style en Tahoma 24 et notre default en Lucida Grande 13. Si on regarde pour Windows, c'est pareil, on a nos 3 feuilles de style. On retrouve pour Header Style la même chose qui était Tahoma 24 et pour default, on avait des valeurs différentes du Mac qui étaient Segoe UI et 12 pour la taille. Donc tout est parfait, on retrouve tout. Voilà. Donc maintenant, alors on reprend notre titre. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aurais bien envie d'essayer le titre en gras et en souligné. Voilà. Bon, le gras ça le fait, souligné, on va peut-être pas le garder. Bon alors le gras. Ce titre-là, j'ai envie de le mettre dans plein de formulaires, donc je veux que ça soit toujours pareil, qu'ils soient tous en gras. Donc, ce serait bien de le remettre en fait. Donc, on est sur la plateforme Mac. Dans ici le header style, de rajouter en fait une information pour le bold. Alors, soit vous pouvez aller regarder dans la doc quel est l'attribut qui correspond à bold, soit à force de le faire, vous finirez par le savoir par cœur. Soit l'astuce au début aussi pour vous aider, c'est d'aller jeter un œil à la description du formulaire. Donc si on revient ici, mon objet il s'appelait texte. Alors on va rechercher l'objet dans mon formulaire. Donc c'est celui-là, oui. On va bien candidate profile, donc c'est bien le bon. Donc voilà, le bold c'est font weight bold. Alors, continuons dans la fainéantise et de pas apprendre. On disait que c'était pareil sur que la façon d'écrire en CSS et en JSON est
quasi pareil, ils se ressemblent fortement en fait. On voit, je vais retirer les guillemets et je vais transformer la virgule en point-virgule. Voilà. Je lance mon formulaire. Bon, c'est toujours en gras, oui, normal. Donc en fait, donc j'ai dit gardez pas le souligné et maintenant le bold je l'ai mis de l'autre côté. Donc je l'enlève. Super. Je lance. Ah, je suis pas en bold. Alors, ouais, j'avais bien sauvegardé. Puis je suis pas en bold. Pourquoi? Alors pourquoi? Si vous vous rappelez bien, on m'avait expliqué qu'il y a une hiérarchie pour l'application des styles et que celui qui gagne toujours, c'est celui qui est au plus près, qui se trouve là dans la description du formulaire, c'est-à-dire dans l'équivalent, pour le web, ce serait l'équivalent du HTML. Donc ici, on a bold qui est effectivement bien en gras ainsi qu'underline. Donc si je retourne ici dans mon formulaire, raté ici, dans mon formulaire, pour mon objet texte, en fait, j'ai bien maintenant font wave qui n'est plus à bold, qui est passé à normal, et j'ai mon texte décoration qui maintenant est à none. Donc en fait, mes deux propriétés, elles sont toujours là. Et donc là, j'ai dans la description du formulaire où on lui dit qu'on veut pas de bold, et à contrario, dans le CSS, je lui ai dit que je voulais du bold. On a dit que celui qui gagne toujours, c'est la description qu'il y a dans le fichier JSON du formulaire, la description JSON du formulaire. Donc, je l'ai pas. Donc une des solutions, c'est que je peux effacer depuis le fichier, un peu compliqué, hein, puisque souvent on n'ouvrira pas le fichier. Donc en fait, ici, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pendant les slides, en fait j'appuie sur la touche CTRL et je fais un clic dessus et ça l'enlève. Si je reviens ici dans mon truc, hop, il a effectivement disparu. Voilà, donc si on refait avec underline, je clique, je reviens et j'ai plus d'informations. Donc en fait, quand vous mettez une propriété, vous êtes trompé et que vous l'enlevez, en fait vous l'enlevez pas vraiment. Elle est passée à un statut none. Donc en fait, si vous faites une erreur pour l'enlever, soit vous refaites un contrôle-clic pour l'enlever, soit un annulé pour retourner en arrière et réellement retourner la valeur comme il n'y en avait pas. Voilà, donc là on a bien en gras. Super. Alors maintenant, faisons un test avec un autre. Prenons ici. Alors ce bouton, il a lui la classe button style. Donc on n'avait pas regardé tout à l'heure trop en détail button style. Donc le button style est en Arial 14. Et si je regarde ici, j'ai aussi des boutons qui ont... Voilà, donc tous ces boutons sont en Arial 14. Alors ici je suis bien sur un Mac, ça m'écrit Show in Finder et ça met une icône de dossier bleu. Parfait, je suis sur Mac, mais on voit que c'est écrit directement ici, donc ça veut dire que si je lance ma base de données, ma base sur un Windows, j'aurais écrit aussi Show in Finder avec un icône bleu au lieu de jaune. Alors comment je peux faire? Alors vous allez me dire, vous faites ça déjà souvent, par code, assez simplement, je détecte la plateforme, j'utilise object-set-title, object-set-format, et comme ça, je peux changer mon titre et mon icône. C'est vrai, ça marche très bien. Mais là, on est dans la session des CSS, alors pourquoi ne pas résoudre ce problème-là avec les CSS? Alors, comment je vais faire? Eh ben, je vais compléter la CSS. Mais, j'ai vu que j'avais cette CSS, elle est utilisée par d'autres. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je pourrais choisir de le faire par son nom. Donc il s'appelle Finder Button. Donc je pourrais écrire dièse Finder Button, accolade, hop, et mettre les propriétés dédiées. Si je veux réutiliser ailleurs, ça veut dire dans tous mes formulaires où je voudrais faire un Show in Finder, Show in Explorer, il faudrait que je nomme de cette manière. Pourquoi pas? Je peux aussi faire, si je préfère ne pas fixer pour le nom, je peux faire une autre solution, je peux faire une classe, je peux faire aussi une classe, et j'ai le droit, en fait, qu'un objet puisse avoir plusieurs classes. Donc en fait, j'ai une classe, je mets un espace, et je peux mettre une deuxième classe. Donc ce qui fait qu'en fait, ce bouton-là va se charger
en utilisant, se dessiner en chargeant euh, les deux feuilles de style, Button Style et Finder Button. Donc on a dit qu'il s'appelait Finder Button. Donc si on recherche ici, hop, voilà. Donc on a voilà, la propriété texte et la propriété icône. Alors on va faire comme tout à l'heure, hein. On va les recopier. J'enlève ici les guillemets et je remplace. Voilà. Alors pour la démonstration, on est sur un Mac. Donc si je mets cette information uniquement, ça va être forcément la feuille de style Mac qui va être chargée. Donc si je laisse Show in Finder, on verra pas très bien qui l'emporte. Donc on va tricher et dire qu'on est un Windows. Donc on va mettre un Show in Explorer dans la feuille de style du Mac et on va charger l'image. Alors elle s'appelle bien Win. Je vous le montre. Si je vais dans mes dossiers ressources, voilà, j'avais une icône bleue Mac et j'ai une icône Windows qui s'appelle WinFolder. Voilà, donc je sauvegarde mon fichier. Ok. Donc j'ai déclaré mes deux choses. Ah, aussi, si j'ai oublié, pour mettre un chemin en CSS, il faut utiliser la fonction URL et vous mettez le chemin entre parenthèses. Voilà. Voilà, je sauvegarde. Maintenant je reviens ici. Donc si je lance, je devrais avoir un Show in Explorer raté. Bah oui, c'est vrai. C'est pareil que le bold. On a l'information qui est ici et l'information qui est ici. Donc celle qui gagne, c'est la description dans le fichier de description du formulaire. Alors, si on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire CTRL-clic titre, CTRL-clic sur le picture path name, j'ai plus rien. J'exécute, ça marche, c'est mon Show in Explorer. Ouais, mais c'est plutôt moyen parce que là, j'ai plus rien d'écrit, donc je suis pas sûre que demain je me rappelle qu'ici il y avait un bouton et qu'est-ce qu'il fait, et je suis pas sûre qu'en donnant ma base à un de mes collègues, ils comprennent qu'ici il y avait un bouton. Alors, retournons en arrière, CTRL Z, voilà. Alors, quelle est l'autre solution? Parce que là, c'est pas top de devoir enlever l'information du fichier de description pour pouvoir prendre celle du CSS, puisque dans ce cadre-là, c'est quand même plus pratique de savoir qu'il y a quelque chose, qu'il y a un bouton à cet endroit-là. Alors, comment on peut faire? Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la démonstration, dans les slides, à la toute fin, on a parlé d'un tag qu'on pouvait utiliser qui s'appelait point d'exclamation important. Donc si je reviens dans mon fichier ici, en fait, avant le point virgule, je peux mettre point d'exclamation important. Alors pour l'instant, on va le faire qu'à 1 pour vous montrer. Donc là, je l'ai mis à texte. Donc normalement, mon texte devrait être écrit Show in Explorer. Et par contre, l'icône, il ne devrait pas le charger parce qu'il n'y a pas le tag important. Et si on essaye, voilà, vous voyez, on voit le Show in Explorer et on a un icône toujours bleu. Donc je vais mettre aussi ici le tag. Voilà. Si je relance, voilà. Alors ce tag, en fait, il va, comme on disait tout à l'heure, et comme on a dit pendant les slides, hein, il va surcharger la propriété. Donc, quel que soit l'endroit où vous aurez défini le texte, l'attribut texte de ce bouton, si vous avez plusieurs feuilles de style, plusieurs endroits qui vont définir son titre, eh bien celle qui gagne, ce sera toujours celle qui aura, dans ce cas-là, qui va avec le tag important. Je vous conseille de ne pas l'utiliser partout, puisque si justement des fois vous faites des choses en cascade et définir quelque chose à différents endroits, vous allez perdre cette information-là. Vous allez même peut-être des fois vous demander pourquoi ce que vous mettez n'y est pas, à cause de cette information-là qui est écrite ici. Donc c'est à utiliser avec parcimonie aux endroits où, comme ici, en fait, c'est important parce que si je le mets pas, bah, je vois pas le formulaire, donc voilà, à utiliser avec parcimonie aux endroits vraiment essentiels pour essayer de garder au maximum le cascading.
Bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer et à vous expliquer. J'espère que cette présentation, cette session dédiée au CSS dans les formulaires carte D a pu répondre à toutes les interrogations que vous avez. J'espère vous avoir à peu bien expliqué, que vous allez maintenant mieux comprendre et pouvoir les utiliser dans vos bases. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette session et je vais vous dire au revoir et à une prochaine fois. Merci.